Bonsoir à tous. Bonsoir Tony, bonsoir Béa. Bonsoir Bonsoir. tous. Bonsoir Béa. Bienvenue Bonsoir les. sur ce nouveau live d'automodélisme et Tony RC. Comme c'était prévu, changement de catégorie, on aime bien voir un petit peu tous les horizons. On a fait du TT 8e parce que ça reste quand même la catégorie principale d'automodélisme. On a fait du 10e. On a fait quelques petits champions. Et puis là, on aime bien, on refait encore un champion. Mais cette fois-ci en piste, mais un 5e et un 8e. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon de votre côté, afin qu'on puisse vous offrir quelques petits réglages si besoin. Donc ce soir avec nous, c'est Bernard Alain Arnaldi, on va l'appeler Béa parce que ça fait un petit peu plus court dans la conversation, qui nous a fait découvrir un palmarès juste incroyable. Et on va peut-être même commencer par un petit jeu de chiffres. Allez, combien de fois champion de France? Ah ah, c'était Tout, pas tout confondu. ouais, tout confondu 13. Wow. Ouf, champion d'Europe? 3 fois. C'est déjà pas mal. Oui, c'est clair. Vainqueur de Coupe de France? Oula, là j'ai pas révisé aussi loin que ça. Je les ai pas comptés non plus, j'avoue. Alors c'est simple, j'ai quand même une petite fiche, mais Coupe de France. Ouf. Beaucoup. Coupe de France, là j'en ai 4, 5. Je vais devoir 6 ou 7. Ah oui, oui, donc plutôt pas mal. Et on a du coup, pour introduire un peu ton interview de ce soir, on avait posé une question sur la publication en disant à combien de courses a participé dans sa vie Béa. Parce que tu as la chance d'avoir un compteur de courses que tu as effectué. Et la bonne Tout à, réponse, on va te laisser la dire. et tout à fait, grâce à ma maman qui me suit et qui me tient ses comptes depuis le début. Au début, était peut-être pas très utile, mais finalement, avec les années, on trouve que c'est top. Et le compte total, tout confondu, toute catégorie et toute course, c'est 417. C'est énorme. Et depuis, du coup, 1997 jusqu'à décembre 2019. Tout à fait. C'est Tout ça. à fait. Et allez, on va en rajouter quelques petits chiffres pour donner l'eau à la bouche à nos internautes. 257 podiums, 181 victoires, 189 pole positions et 67 records de piste. Donc en tout cas, nous, on te félicite pour ces beaux résultats dans notre loisir. Merci. On se posait la question si c'était le plus titré qu'on ait reçu, mais on pense que tu es le plus titré. Et ouais, là, je prépare le répondre. Faudrait que les autres pilotes qui ont pas mal de titres à leur actif, qu'on se réunisse et qu'on mette sur la table nos chiffres. Ça pourrait être S'il y en sympa. a qui le savent sur le chat, n'hésitez pas à dire quel pilote est le plus titré, vivant ou non. Oui, c'est vrai. Sinon, il faudra faire une table ronde de tous les gros champions de France, toutes catégories, et puis et faire un tableau pour que chacun note son palmarès pour pouvoir faire un truc Mais sympa. là, je crois que quand même, ouais. Comme les challenges en Formule 1 où il y a toutes les statistiques des pilotes, Mm. les points, tout ça. Ouais. Ouais, ça pourrait être un truc super intéressant. On va laisser la parole à Tony qui va commencer à te cuisiner pour les petites questions de ce soir. Avec plaisir. Alors, première question pour ceux qui ne connaissent pas. On a Alain, donc on va t'appeler Béa. Quelle catégorie pratiques-tu et pourquoi? Alors, aujourd'hui, je pratique le 5e piste GT, qui est ma catégorie principale. Et cette année, je commençais aussi en plus à faire du GT8, donc l'ex-catégorie Rally Game qui se nomme maintenant GT8. Donc, j'étais parti pour faire en thermique et en électrique. Donc ça, c'est mes deux catégories principales que je fais sérieusement, professionnellement et de A à Z, compétition, développement, tout ça. Ok. Hop. Alors, et donc tu es vraiment un pistard pur et dur, jamais touché au TT. Alors, TT, si, j'en ai fait. J'en ai eu fait du TT 8e thermique. À la base, c'est un peu mon frère qui m'a tiré là-dedans, qui était plus mordu, lui, de terre. Et j'en ai fait pendant 2 ans, mais je l'ai fait comme ça, plus hors catégorie principale. C'était plus pour divertir et toucher à autre chose. Et là, surtout en ce moment, je fais du TT 1/10e Astro, donc avec les copains du Sud.
pareil, pour vraiment le divertissement. C'est vraiment la catégorie amusement. Parce que quand on est passionné 365 jours par an. D'ailleurs, il y a Nicolas Rodriguez qui te balance et qui dit il va faire de l'XB4 demain au Pen Mirabeau. Du coup, pour resituer, Béa habite à côté d'Aix-en-Provence et donc il est très proche de tout le gang des Pen Mirabeau avec Nico, Cyril, Castaldo. Tout à fait, oui, oui. Là, demain, c'est pour tout dire, même, vu qu'il a mis le dossier sur la table, c'est grande réunion avec Armand Lantôme, Castaldo, Manto Anza, Rodriguez aussi. Donc, on va se faire une bonne petite journée à se tirer la bourre et à faire la reprise, entre guillemets. Bon, bah c'est chouette. Déjà, c'est quand même chouette de pouvoir rouler. Et Béa est donc habite près de Aix-en-Provence. C'est un pilote du Sud. Et tu es de quel club? Alors, je suis du AMO à Montpellier. Ah, d'accord. C'était plus loin. Je suis pas à côté parce que dans ma ligue, il y a Marseille, mais qui est, hélas, jusqu'à n'acceptait pas les 1/5e. Donc, je sais pas si depuis ils ont changé de politique. Mais donc, ma première piste pour rouler en 5e, c'est Montpellier. D'accord. Ah ouais, donc ça Ou fait sinon, quand même pas mal de bornes. Tout à fait, ouais, j'ai 170 bornes, j'ai 1h30. Sinon, après, j'ai aussi Orange, qui est dans la même zone, mais à l'opposé. Ouais, ça te fait quand même quelques bornes quand tu veux aller, quand tu vas être entraîné, oui, quoi. C'est clair, c'est pas on va faire une matinée vite fait 2 heures. Non, là, en général, quand j'y vais, je fais des crans. Ah ouais, c'est la grosse préparation, le pique-nique et puis en avant, quoi. Tout à fait, voilà. Et comme à l'accoutumée, comme on avait fait avec nos précédents invités, on a demandé à chacun de nous envoyer des petites photos souvenirs, donc que ce soit de très bons souvenirs ou les moins bons, pour faire un petit tour d'horizon de toutes ces photos qui sont toujours super sympas à découvrir et qui nous permettent de découvrir ton parcours. Donc allez, c'est parti. Tu vas nous emmener tout d'abord... Oula, c'est pas tout jeune, hein, peut-être que certains qui nous regardent n'étaient pas nés. Là, ce petit coup de vieux, c'était cadeau. Il y a des chances. Donc on arrive à Toulouse en 1998 et c'était a priori ton premier championnat de France. Tout à fait, premier championnat de France et première manche de l'année 98, donc un peu le début de saison, le début de saison pour tout le monde. Et c'est une course qui me reste vraiment ancrée dans la mémoire parce que j'arrive un peu dans le grand bain des grandes courses du championnat de France national. Et là, en fait, cette photo-là, c'est une photo que j'ai retrouvée dans les archives. En fait, c'est moi, là, avec le blouson jaune, à côté de Philippe Lachat. Et à ma gauche, il y a mon frère, Jean-Bastien. Et on était au briefing. Et j'avais, entre guillemets, vite pris la place à côté de Philippe pour pouvoir parler, converser avec lui et prendre des infos. Parce que je me souviendrai toujours, quand je suis arrivé le vendredi, je voyais des pilotes comme Frédéric Vesser, Alban Barnier, Philippe Lachat et toute la team Laro. Pour moi, c'était le top du top. Et j'étais les yeux qui brillaient en les regardant, à piloter, voir. Donc là, au briefing, j'avais sauté sur l'occasion de m'asseoir à côté de lui. Vu que je roulais avec une Laro aussi, donc le lien était facile à faire pour engager la conversation. Et quel est ton numéro de licence pour info? 31 334. Ah, ça va. Comment ça après moi? J'ai aussi retrouvé la photo de ma première licence et j'ai ma première licence, on l'a prise en 97 ou 16, 97. D'accord. Ouais, donc vraiment une bonne petite année avant que tu commences vraiment sérieusement la RC. Mais du coup, cette photo à Toulouse, c'était pas à la Ramée, c'était à Blagnac. Tout à fait, Blagnac. Ouais. C'était l'ancien. Tout à fait. J'ai connu l'ancien club qui était une superbe piste. Ouais, ben maintenant c'est devenu la piste de construction des avions. Ça a un petit peu changé. Ah ouais, je me doute. Ensuite, on a un petit écart de 3 ans, puisque on va partir de Toulouse, direction l'Autriche, pour ton premier championnat d'Europe. En piste, un 5e aussi. Tout à fait. Et en fait, après, dès que j'ai mis le doigt dans l'engrenage des courses, parce que ça a commencé en 97 pour les régionales,
Donc j'ai fait 98, tous les chemins de France, et en montant en échelon, on s'est jeté entre guillemets, dans le grand bain. Donc on est allé faire mon premier Euro en 2001 dans Autriche, sur la piste de Soleno. Et là, c'est la photo de la cérémonie d'ouverture. Et c'est une course qui a un peu le même effet que le premier chemin de France. J'arrive, équipe de France, donc on était un bon paquet. Il y en a certains qui vont pouvoir se reconnaître sur la photo. Je suis en train de regarder s'il y en a quelques têtes qu'on connaît. Ah, là, il y a Patrick Bova. En prenant de la photo à ma droite, j'ai Sébastien Vauclin, Patrick Bovard. Derrière moi, il y a Raymond Carelli. À ma gauche, après, il y a Philippe Lachat. Il y a Nicolas Duché, le frère d'Alex Duché. Ah. Il y a Cédric Prévost. Il y a Fred Vesser tout à gauche. Après, j'ai des trous de mémoire. Et en fait, cette course-là, le chemin d'Europe, déjà là, c'était une course, première fois que je faisais une course sur une semaine. Arriver, voir tous les grands teams, les grandes marques, le grand jeu, là, il était sorti pour tout le monde. Et c'est pareil, apprendre, faire les essais, voir comment ils font les top pilotes, prendre des infos à tout va pour pouvoir progresser et être le plus performant. Et ça avait été une course qui restait comme inoubliable. La première fois. Voilà, inoubliable. Ça avait en plus pas trop mal marché. Au fur et à mesure, on progressait. Là, à cette époque-là, je roulais avec FG. Donc, j'avais récupéré des nouvelles pièces, de nouvelles façons de faire. J'avais appris de toute façon. Et j'étais en quart de finale. Donc, c'était plutôt bien. On était contents. Parce que là, il y avait mon frère qui me faisait mécano avec mes parents, qui m'accompagnaient, parce qu'à cet âge-là, j'avais pas le permis. Et donc, c'était la Dream Team, si on peut dire. Et en quart de finale, j'ai réussi à remonter en demi. Et puis, c'était tout bénéfique. Et je me souviens toujours, j'ai mon père qui m'a dit une parole, il me dit maintenant t'es en demi, c'est bon, profite, amuse-toi et vois. Tu verras bien ce qui se passera. Voilà, et te stresse pas pour la finale. De toute façon, si tu y vas, c'est pas grave. Et moi, je me souviendrai toujours quand j'ai répondu du tac au tac, mais si je suis en demi, je vais rouler pour pouvoir remonter en finale. Je vais pas là faire le figurant en demi, je vais faire ce que je peux pour en faire. Et puis finalement, en demi, ça avait failli. Hélas, je me souviens toujours parce que un manque d'expérience. Mon frère, sur la grille de départ, il avait touché la voiture et on ne devait pas la toucher et je me suis pris un stop and go. D'accord. Donc avec le stop and go, c'est compliqué après. Voilà, déjà, on part de l'arrière du paquet, il faut remonter. Je m'étais battu beaucoup avec Michael Baruzzi, qui était pareil, les top pilotes du 5e. Et de peu, c'était pas passé. Mais donc j'en étais ressorti de suite frustré parce que je voulais, et je voyais que je pouvais, mais finalement très content, une super expérience et où j'ai appris beaucoup et ça m'a que renforcé de progresser, m'améliorer pour pouvoir aller toucher la finale et ainsi de suite, monter les échelons. Carrément. Bon, c'était déjà quand même énorme. Premier Euro demi-finale, c'était plutôt. Ah oui, c'était un beau challenge. C'est surtout que le début de semaine, j'étais assez loin parce que la façon de faire, de régler tout ça était bien loin de ces conditions de grippe qui étaient exceptionnelles, parce que rouler une semaine sur une piste avec plus de 100 pilotes, la piste elle avait un grip de folie et c'était très instructif à plein de façons. Plein de niveaux. Et surtout à cet âge-là, je faisais très éponge vis-à-vis des top pilotes, de ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, pourquoi ils faisaient ça. J'étais très observateur et toutes les informations étaient bonnes à apprendre et après et à appliquer. Plutôt, en tout cas, essayer d'appliquer. C'est ça. Petit à petit. Et ensuite, tu nous as envoyé une photo, alors un petit peu, du coup un peu plus tardive, 2006. Alors, est-ce que c'était le premier titre de champion de France en 8e ? Tout à fait. Parce que c'était l'année où un peu de consécration, entre guillemets, où ça a bien marché. Et aussi, ça a été ma dernière année de 8e. D'accord. Parce que j'ai commencé le 8e en 2000. Donc, c'était vraiment à mes débuts de modélisme. Donc, j'ai gravé les échelons. J'ai beaucoup appris auprès de Rodi. Ouais, parce que j'ai roulé avec la Serpent, le matériel qui vendait avec ses moteurs. Donc, la Serpent, moteur R&D.
Et j'ai progressé jusqu'à cette année 2006 où c'était une année où j'avais changé de matériel. J'étais passé sur Kyosho avec un moteur Pico. Et ça a été une année vraiment top où tout s'est imbriqué comme il fallait pour que ça marche comme il faut. À cette époque-là, j'avais pas mon frère, c'était une année où j'avais pas mon frère qui me faisait mécano, mais un ami, Laurent Garcia, qui venait avec moi pour me faire mécano. Et ça s'était bien goupillé. Et je me souviens, je me battais, là on le voit pas sur la photo, mais avec Richard Volta pour le titre. D'accord. Ouais, il avait Donc, sur cette course, il n'avait pas réussi à faire de podium non. pour la course au titre. Ouais. Et donc ça a été mon premier titre de champion de France 8e, et bon, et l'unique, parce qu'après j'ai arrêté le 8e, mais ça a été un beau souvenir parce que pendant ces années-là, je me suis battu avec des gens comme Christophe Egon, Serge Christiani, Rodi, il y avait Franck Bestel, qui ont tous été des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont fait apprendre jusqu'à ce qu'arriver à ce niveau-là et ce résultat. Ouais, c'est énorme. En tout cas, PMT faisait vraiment de belles casquettes à l'époque. Ah oui, magnifique. C'était on aime ou on n'aime pas. J'ai eu cette époque-là où j'aimais moi, mais ça faisait pas l'unanimité. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je la revois, les goûts ils ont changé. Hein. Oui, c'était l'évolution, comme quand on revoit des vieilles photos dans les magazines, on se dit oh là là, les looks des années 90, années 2000. C'est clair. Mais d'ailleurs, tu as la même casquette sur la photo suivante en 2007. Allez, encore un petit changement de catégorie, un petit titre en 10e. Tout à fait. Là, c'était une année, le 10e, je le pratiquais déjà quand on avait le magasin sur Marseille. Donc, on le pratiquait en version divertissement, loisir, en allant le soir, après en fermant le magasin, en allant se divertir sur la piste. D'ailleurs, à l'époque, avec Éric Lapierre, Nicolas Rodriguez aussi qui était là. Et en fait, pour des aspects de sponsoring et commerciaux, j'ai arrêté le 8e pour faire le 10e, donc en 2017. Et pareil, ça a été une année vraiment top en course et en dehors. Parce que en course, ça a été une année difficile parce qu'il y avait quand même un bon niveau. J'étais entre guillemets le petit nouveau. Et le petit nouveau qui arrivait avec son titre de champion de France 8e, donc on m'attendait au tournant. J'étais un peu sous les feux des projecteurs. Et puis surtout, on avait une bonne équipe de copains avec nous. Et ça a été une année vraiment super. Sur la piste, ça marchait, on faisait des résultats. Le soir, on rigolait énormément. Donc ça a été une année 2007. Chaque fois qu'on vient discuter, parler du passé avec les copains ou quoi que ce soit, c'est une année souvent qui ressort. Parce qu'on a fait vraiment... c'est l'année parfaite. Ouais, carton plein dans le sens où le côté piste, j'ai pas forcément gagné toutes les courses ou quoi que ce soit. Ça a été bataillé quand même parce que les autres ils m'ont pas fait de cadeau. Et ça a pas été simple parce que du coup c'est une catégorie de la faire tranquillement en amusement ou la faire d'un coup sérieusement pour aller gagner. C'est pas tout à fait la même et manque d'expérience, ça n'a pas été simple. Mais ça a été vraiment une année qui restera marquée à vie dans ma tête. Hein. Pour moi et les amis, mon frère, tout ça, qui l'ont fait. Ton entourage proche. Tout à fait. Et sur le podium, on voit Arnaud Chaussard et Serres Basile. Tout à fait, c'est Basile qu'on s'y a dit. J'avais bien reconnu. Et est-ce que c'est bien à Dijon? Tout à fait. Un internaute avait reconnu. C'est ça, c'est Dijon là. Il y avait dû avoir une averse ou quelque chose comme ça pour qu'ils mettent le podium à l'abri. Ah oui, c'est vrai que c'est juste devant la buvette. Il y a des chances, Exact. Je reconnais Arnaud Chaussard. Oui, on le reconnaît bien là. Et oui, le Arnaud. Ensuite on passe sur un truc un peu moins rigolo visiblement, puisqu'en 2013, finale du championnat du monde en Suisse, tu as indiqué sur le titre de la photo « Pire moment ». Donc je pense qu'effectivement tu as des choses à nous raconter là-dessus. Ah, c'est clair que ça a été une course. En fait, ça a été une course je vais pas dire qu'il m'a été promise, parce qu'on ne peut jamais crier victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, justement, ça s'applique bien là.
Parce que, pour résumer un peu la semaine de course, ça marchait vraiment top. Dès les essais, j'étais dans le rythme, ça marchait vraiment bien. J'ai rarement eu une telle aisance, une telle performance entre les mains, que ça soit mon package voiture ou moi-même en tant que pilote. Et ça s'embriquait vraiment tout bien. Et en fait, toute la semaine, on fait les essais. C'était des essais de 10 minutes, les qualifs de 10 minutes. Et je fais la pole, largement, vraiment, jusqu'à là, vraiment parfait. Et demi-finale, pré-feu partait, demi-finale de 30 minutes. Finalement, au bout de 15 minutes, ça commence à se compliquer, la voiture devient plus compliquée. 20 minutes, ça commence à vraiment être dur, et il en restait encore 10 à faire. Et là, ça a été l'hécatombe où vraiment la voiture, ça devenait très très difficile à la conduire. Et je me suis aperçu, bon, finalement, je rentre en finale tout juste, parce que là, ça, c'est une photo de la finale. Je pars avec le numéro 8, et on s'aperçoit que chose qui n'était jamais arrivée avant et qui m'est jamais arrivée après, c'était en été, il faisait chaud, et en fait, le pneu arrière extérieur, qui est le pneu qui forçait le plus avec les grandes courbes, qui était aussi du côté échappement, donc il dépassait la limite autorisée de température, et la mousse dedans, elle se désagrégeait. Oh là là. Ah oui, d'accord. Donc finalement, un problème qu'on n'a pas vu venir, ou qu'on n'a jamais qui était imprévisible. Avant. Voilà, imprévisible, et qu'on a subi dans la demi-finale. Et là, en fait, ça a commencé à... Bon, déjà, on est remonté en finale. On rentre en finale, déjà, on a sauvé les meubles. Et en fait, pendant l'heure de préparation de la demi à la finale, avec les manufacturiers de pneus, et on n'a pas de solution, parce que résoudre ce problème-là, qui est jamais arrivé, et que par la suite n'est jamais re-arrivé, que la mousse se désagrège et disparaisse parce qu'on dépasse la limite autorisée de température, et c'était un peu difficile. Donc finalement, on s'est jeté dans la finale en préparant, en espérant de faire un changement de pneu, en essayant d'en faire qu'un seul pour limiter les dégâts, parce que là, la finale, c'était 1 heure. Donc on avait calculé plus ou moins que si on faisait un seul changement de pneu, parce qu'il n'y avait qu'un pneu qui avait ce problème-là, c'était vraiment sur le pneu arrière gauche, et on était parti pour faire un changement. On pensait que malgré ce changement-là, la victoire était toujours jouable, était toujours possible. Et en fait, en finale, ça s'est pas passé dans ce sens-là. Je partais de derrière, beaucoup de pression, parce que je savais que cette course-là, c'était un championnat du monde, donc on peut jouer au championnat du monde que tous les 2 ans. J'avais la performance, je savais que je pouvais gagner, pas facilement, mais j'avais largement de quoi faire. Mais j'avais ce problème-là, il fallait pas que je perde de temps. Et là, ça a été le début un peu d'une descente aux enfers pendant cette finale d'1 heure, parce que, hélas, en me précipitant un peu trop, je touche un pilote. Donc là, c'est la photo. D'où la photo. En fait. Voilà, photo de l'action. Donc je prends un stop and go. Oh. Donc stop and go, déjà, bon. Ça agace, ça fait perdre du temps, ça accumule beaucoup de choses, quoi. Voilà, une pierre prise dans la chaussure. Puis finalement, au bout de 20 minutes, le pneu, à force sûrement aussi d'en trop en faire, j'ai plus abîmé que prévu le pneu. Donc à 20 minutes, un changement de pneu, on repart, je remonte, j'arrive à récupérer un tour sur le leader, et rebelote au bout de 20 minutes encore un deuxième changement de pneu qu'on a pu faire, parce que sinon ça tenait pas, quoi. Voilà, et ça a été une course, à la fin je finis 4. C'est bien, mais avec un stop and go de changement de pneu par rapport aux autres, c'était une course où je suis descendu du podium, où j'étais vraiment très frustré, parce que c'était beaucoup de travail, comme pour toute grande course de ce niveau-là, championnat du monde. Donc les essais avant, les préparatifs de matériel, les essais. Et du coup, beaucoup de déceptions à la descente. Voilà, ça a été la descente du podium, la redescente de pression, elle a été terrible. Pour dire la vérité, je me suis isolé. Et pendant 20 minutes, une demi-heure, j'avais les jambes coupées, et j'étais dégoûté, parce que là, j'avais le mon grain de sable qui était arrivé, et dans un moment où j'avais un package, un tout qui faisait que je dominais. Que ça aurait dû marcher, quoi. Voilà, je dominais jusqu'à les demi, et en fait, dès qu'on a commencé à faire des runs plus longs, ça a pris du plomb dans l'aile.
Donc ça a été une Et course. c'est là qu'il faut rester humble, hein. Ça reste un sport mécanique et on le voit que ce soit dans Formule 1 ou dans les autres pilotes qu'on a eu, quand on avait reçu Annick Eguin, qui nous avait dit aussi il y avait un championnat du monde où il pensait gagner. Et ça, c'est pas fait. C'est les grosses frustrations qu'on peut avoir et c'est dur à maîtriser. Ah, tout à fait, c'est quelque chose de terrible parce que quand on a bien travaillé avant, qu'on a un package qui fonctionne bien entre châssis, pneus, moteur, que le pilote va bien, que tout fonctionne bien sur la piste, il y a tout qui s'embrique bien. De toute façon, je suis pas partisan de dire que il faut avoir de la chance parce que la chance ça se provoque. Mais c'est vrai que là, le grain de sable dans une mécanique à ce niveau-là, qui pardonne pas. Ça pardonne pas, oui. Mais bon, ça, après, on va dire que ça permet de mieux rebondir, d'apprendre. Voilà, il faut du positif. Tout à fait. De toute façon, je suis le premier après, avec les années et l'expérience, à dire que dans chaque malheur, dans chaque défaite, il faut prendre 5 minutes pour être déçu et après rebondir et prendre contre-pied. Apprendre des erreurs qu'on a faites, pour pas les refaire, ou apprendre de ce qui a pu se passer pour être plus fort le coup suivant. Ce que tu as fait en 2014, du coup, avec premier titre en Euro au Portugal. Tout à fait. Donc là, d'un coup, ça a été l'année suivante. Championnat d'Europe, là, c'était l'année où il n'y en avait que le championnat d'Europe. Donc, une course qui a été très, très serrée parce que les essais se passaient bien. Tout le monde avait un bon niveau. Il y avait Marcus Fellman, Martin Nisso et d'autres où c'était assez serré. Donc, les qualifs, ça s'est terminé que ça se jouait au coude à coude avec Martin Nisso. Ça a été une belle pole position dans le sens où j'ai fait la pole position, mais c'était une belle position dans le sens où, dernière qualif, parce que nous en 5e c'est sur 10 minutes, et c'est pas des qualifs à points comme la 8e TT. Donc c'est la meilleure. Et bien sûr, en piste, plus on roule, plus on gagne la piste, plus on améliore les temps. Donc dernière qualif, au moment meilleur de la journée, où il ne fait pas au plus chaud, donc on savait que ça allait se jouer à double tranchant. Qu'il y avait peut-être certains qui allaient sortir du lot pour aller prendre cette pole position, mais qui allait peut-être pas révélateur de la vraie performance. Et en fait, cette dernière qualif, je l'ai vécu dans le sens où je me suis dit, j'ai déjà eu des pole positions en Euro. Ce que je cherche, moi, c'est de me préparer au mieux pour la finale. Et j'ai dit, tant pis, je vais pas chercher contre Martin Nisso parce que ça faisait 2 qualifs qu'on se battait à 1 seconde au bout de 10 minutes. Et ce qui est pas beaucoup, vraiment, 1 seconde au bout de 10 minutes. Et j'ai fait, si je vais faire plutôt un choix pour préparer la finale, un choix de bonnes pneumatiques différents pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose de plus fiable, de plus constant, de plus consistant sur un long run. Et ça c'est, je suis parti dans cette optique-là, donc sûrement moins stressé. Et finalement, au bout du compte, j'arrive à encore améliorer mes temps et encore me battre à la seconde près avec Martin Nisso et je fais la pole. Donc sur ce coup-là, j'étais assez content de malgré tout arriver à. J'avais pris le bon choix et c'était sympa. Quand on arrive à faire ça, les bons choix au moment clé, c'est très jouissif, si on peut dire. Et donc tout se passait bien pour ce taureau jusqu'à là. Et les jours des finales, alors là, ça a été le déluge. Toute la matinée, mais un déluge, vraiment une tempête. La piste noyée, arrêt de la course, ça parlait de savoir si c'est annulé ou annulé pas. Ou de reporter le dimanche peut-être aussi, comme ça peut se faire. Même pas. Non, ça c'est au mondial. Ah, parce que nous en Euro, en TT 8e, on peut quand même repousser au dimanche, vraiment en cas de tornade. Alors, nous en 5e, cette règle-là, elle s'applique, plutôt, elle était en mondial, mais finalement, même en mondial, ils ont jamais. Ça n'a jamais été appliqué. Voilà, ils n'ont jamais appliqué, et donc finalement, ils l'ont enlevé parce que. Mais bon, là, c'est vrai que c'était compliqué parce que passer la matinée à rien faire, à être inondé, à patauger, et puis finalement, les remontées qu'il devait y avoir ne se faisaient pas. Ça a été un petit peu compliqué. Et là, d'un coup, la piste, bien sûr, qui s'est nettoyée, moins de grippe, donc on partait dans les demi-finales un peu à l'aveugle. Voilà, à l'aveugle, à 30 minutes, les choix de pneus. On était arrivé dans les qualifs à utiliser des pneus très durs sur l'avant. Et là, on s'est dit, si on utilise les mêmes pneus, on va rouler comme sur de la glace. Donc il faut faire, il faut jouer un peu à l'expérience, mettre un peu ce qu'on pense qui va être le mieux.
Donc finalement, les demi, ça part pas trop mal. Les meilleurs étaient présents. Moi, en plus dans ma demi, on a eu au moment de 10 minutes, on a eu de nouveau une averse. On est parti sur le sec. D'un coup, le soleil était sorti et ça avait séché de manière extraordinaire. On n'avait même pas cru qu'on allait rouler. Le miracle, quoi. Voilà, ça a été vraiment du déluge. D'un coup, en plus, la piste était sur un plateau, tout était bien irrigué. Donc, d'un coup, soleil, piste qui sèche. À la demi d'avant, ils avaient roulé sur une piste humide séchante. Nous, on part sur du sec. Milieu de demi, 10 minutes de pluie. Donc là, rebelote, ceux qui partaient le pari à faire des changements de pneus. Finalement, moi, j'avais pas fait le pari de changer, ça avait payé. Finalement, bon, je passe en finale, on arrive à sortir de tout ça. Les prétendants, les trois quarts, ils étaient présents. Donc je partais, si je me trompe pas, je partais 1, Feldman partait 3, 2 c'était Lisso qui était passé aussi. Et là, la finale, piste sèche, bon, on avait plus ou moins les paramètres des demi, donc on savait plus ou moins mettre où on mettait les pieds pour le choix surtout des pneus et ajuster un peu le setup de la voiture. Et là, ça a été une course où on est parti pré-feu départ. Feldman, il a mis un peu de temps à passer le Lisso. Et de là, après, on a joué au chat à la souris toute la course. On était à 2-3 secondes. De temps en temps, je prenais un peu. De temps en temps, c'est lui qui me récupérait. Et de là, ça a été une finale très tendue. Parce que quand on sait qu'on en a pas loin derrière, et moi qui courais après pour mon premier titre, parce que Marcus Feldman, lui, il n'en était pas son premier, donc il était sûrement plus serein que moi. Et finalement, j'ai passé la ligne en tête et ça a été une grande délivrance. Ah, tu m'étonnes, après une journée comme ça de pluie et de stress, enfin, de toute façon, toute course comme ça est sujette à un stress maximal, mais plus la bataille d'une heure, enfin, c'est quand même assez costaud, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et c'est simple, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, déjà dans le dernier tour, j'ai même fait flipper mes mécanos. Parce que j'ai eu je sais pas si c'était un fond d'essence, j'ai eu le moteur qui m'a semblé qu'il avait coupé. Donc après, je sais pas si c'est vraiment la réalité ou moi qui était. Ça a ratatouillé. Qui était fébrile à ce point-là. Donc le dernier tour, je l'ai fait vraiment en serrant les fesses, en relâchant. Et donc Feldman a pu de suite récupérer le gap qu'il avait sur moi. Donc ça a été vraiment tendu. J'ai passé la ligne, j'ai laissé partir la voiture dans l'herbe. Et j'ai senti un poids sur mes épaules d'un coup là, s'envoler entre guillemets. Ouais, libération. Voilà, le temps qu'on se félicite avec les pilotes, tout ça. Je me suis accroupi et j'ai pris 5 minutes avant de descendre du podium parce que c'était ça y est, j'avais réussi enfin à avoir ce titre parce que pour la petite histoire, on commençait à m'appeler Poulidor parce que avant ce titre-là. Je me trompe pas, allez, je prends ma petite fiche. J'étais vice-champion d'Europe 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai été 6 fois chez vice-champion d'Europe. Ah oui, d'où le surnom, effectivement. Voilà. Donc, vice-champion d'Europe, le Poulidor. Ouais. Donc voilà, on m'appelait le Poulidor. Souvent, ces titres-là, je me suis battu contre Marcus Feldman, qui est l'un des piliers du 1/5e. Et donc voilà, pour diverses raisons, j'ai été vice-champion d'Europe parce que celui qui était devant était plus fort, parce que j'ai eu un grain de sable, parce que j'ai fait une faute, pour diverses raisons qui a fait que ça n'a pas pu aboutir. Et donc voilà, 6 fois, Poulidor, le podium, bon, je connaissais le goût que ça avait, mais la première marche. Mais pas la première marche. Voilà. Et est-ce que ce jour-là, ton frère était là avec toi? Alors non, c'était non, cette année-là. Lui, il avait, entre guillemets, on a toujours fait le modélisme ensemble, que ça soit professionnellement, pour jouer, pour discuter. Et en fait, 2 ans avant, il avait pris une autre direction dans sa vie. Il est tombé sur la femme de sa vie et tout ça. Donc finalement, on s'est séparés, entre guillemets, en tant que coéquipier, moi pilote, lui mécano avec moi. Et donc non, il n'a pas été là, mais ça a été l'un des premiers à m'appeler après la course. Mais c'est pas quelque chose qu'on a pu faire ensemble. Alors, si tu nous parles un peu de la dernière photo là, pourquoi cette photo dans les stands? Alors justement, la photo dans les stands, pour la collaboration que j'ai eue avec mon frère,
comme j'ai dit, avec mon frère, c'est lui qui m'a mis au modélisme entre guillemets, qui a acheté au tout début une petite voiture. Je me souviendrai toujours. Lui, il avait acheté la Golf de chez Kyosho électrique, qu'il avait montée. Moi, c'est pareil. Après, j'avais gratté à ma grand-mère et ils avaient succombé. J'avais vu la Clio Williams du chez Tamiya. Donc ça, c'est pour le début. Et en fait, jusqu'à 2011, on a tout fait ensemble, que ce soit l'entraînement, les gants de course. On a tout fait ensemble. Donc, on était arrivé à un point les dernières années où on avait besoin de se parler. C'était vraiment, on fonctionnait comme un binôme parfait. Télépathie. Voilà, moi je pilotais. Lui, entre guillemets, il y a dans toute une période de modélisme, il a eu un moment où il a arrêté le modélisme, ce qui a fait un peu que j'ai pris le pas sur lui en termes de niveau de pilote, parce que moi j'ai continué, j'ai progressé. Après, finalement, pour diverses raisons d'intérêts commerciaux vis-à-vis du magasin, tout ça, on s'est un peu divisé et que moi je restais sur le 5e, parce que sinon, si on faisait la même catégorie, c'était un peu plus compliqué à gérer, la mécanique, tout ça. Donc finalement, après en 5e, lui, il s'est mis en entre guillemets mécano pour moi et il m'a suivi pour les courses nationales, internationales, les essais. Et c'était un gros atout à cette époque-là, à ce moment-là, quand il m'accompagnait, c'était un gros atout pour moi parce que moi j'étais le pilote, je pilotais, je voyais les choses d'une certaine façon, d'un certain point de vue, en tout cas sur le podium. Et lui il avait son point voilà, lui il avait un point de vue au ras-le-sol, il voyait la concurrence, il voyait les points forts, les points négatifs, les choses qu'il y avait à améliorer. Et c'est vrai que c'était un gros atout pour moi pour de temps en temps me freiner dans des excès que je pouvais avoir, ou alors me pousser parce que entre guillemets je m'endormissais ou autre, ou recadrer les choses. Et c'est vrai que ça a été l'une de mes grandes forces d'avoir mon frère à mes côtés, et surtout aussi après dans des moments difficiles en course où il y avait besoin d'avoir quelqu'un de réactif en bas, qui sache prendre les bonnes décisions, attraper ce qu'il fallait sous la main. D'ailleurs, une fois, pour la petite anecdote, c'était un championnat de France à Besançon. Je sais plus. Ah oui, j'avais l'échappement qui s'est déboîté en finale. Il a couru, il a ramené la voiture dans les stands. Parce que bon, pour essayer de remettre l'échappement vite, on va dire classique. Et il a tellement voulu faire bien qu'il a glissé. Et en voulant se rattraper d'une main, il s'est déboîté l'épaule. Il n'a pas lâché la voiture, il a reposé. Et bon, sur le coup, il avait bien senti que ça faisait mal. Et direct, il a donné les directives. Parce que bon, les gens, ils ont vu de suite qu'il se tenait l'épaule. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Voilà, il n'a pas lâché l'affaire avec un autre ami qui était là. Et il dit non, vas-y, mets-lui l'échappement, c'est l'échappement, là je peux pas, j'ai mal, je me suis fait mal. Et il n'a pas lâché l'affaire. Et moi, sur le coup, j'avais un peu vu ce qui s'était passé, qu'il avait glissé, qu'il s'était à moitié rattrapé. Et j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puis ça traînait. Puis je voyais mon père qui s'agitait aussi en bas. J'avais compris qu'il y avait quelque chose autre que l'échappement qui était déboîté. Et en fait, après la course, quand j'étais descendu, il était le bras en bandoulière, quelqu'un l'avait remis en place et il s'était déboîté l'épaule. Coup de balle d'être tombé sur quelqu'un qui a pu lui remettre de suite sur place sans trop souffrir. Tout à fait. Il y avait un docteur donc, qui savait et qui lui a fait la manip pour le soulager de suite. Oh, tout à fait. Bon. Alors on va passer à la partie des questions, parce qu'on on a préparé quand même pas mal de questions, Béa. Et donc, toujours en parlant de ton frère, donc tu as eu un magasin avec lui pendant 5 ans, je crois, de 2000 à 2005. Tout à fait. Et il a fermé. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup de questions, donc si tu peux consacrer 2 minutes par réponse maximum à peu près. Voilà. Mais merci, non, il n'est pas bavard, Béa. Un petit peu. En fait, ça a été le magasin est arrivé à une période de notre vie, moi et mon frère, où mon frère lui faisait un sport, il faisait de l'équitation. Il est arrivé un moment où il savait pas s'il allait continuer. Moi, j'arrivais à un moment où, avec l'école, tout ça, commençait à penser à l'avenir. Et en fait, on a eu la chance d'avoir des parents au top qui ont senti le coup de la passion qu'on avait là-dedans et qui nous ont donné un pied à l'étrier avec l'ouverture de ce magasin qui s'appelait Complète Modèle. Donc à cette époque-là, on était à Nice. On a décidé de l'ouvrir à Marseille parce que on était déjà compétiteurs et à Marseille, il y avait déjà une piste, des infrastructures.
qu'à Nice, il n'y en avait pas, ou c'était très peu tourné dans ce qu'on voulait faire. Donc on a ouvert le magasin pendant 5 ans. Ça s'est bien passé. On a fait, comme tout, des bêtises de jeunesse, de gestion, tout ça. Mais ce qui a aussi révélé qu'au bout d'un moment, on était quand même orienté très compétition et que vendre la petite voiture à 200 € en RTR, c'était pas notre dada. On était même trop technique vis-à-vis des gens qui étaient novices. Ça pouvait effrayer. Donc, au bout de 5 ans, on a vu que c'était pas la panacée, que les comptes n'étaient pas au mieux. Et en fait, un peu par chance aussi, ça s'est bien emboîté en tout cas. On a pu passer un échelon et monter de magasin revendeur classique à importateur. Et donc là, sur le coup, on a sauté sur l'occasion parce que c'était le moment où il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester dans une situation comme ça. Et en 2005, on ferme le magasin, on rentre sur Nice. On avait la place, on n'avait plus besoin d'avoir un magasin avec pignon sur rue. Et on rentrait entre guillemets au bercail. On a à la maison, à l'entreprise familiale, on avait un entrepôt, on avait de la place pour mettre nos rayonnages, tout ce qu'il fallait. Et donc voilà, l'histoire du magasin qui a été une belle histoire. Merci. Et du coup, ça embraye avec la question de Vivi, la suivante. Oui, du coup, oui, parce que après vous êtes passé à BA Models. Enfin, tu es passé. Alors, pas de suite, parce qu'en fait, de 2000 à 2005, on a créé Complete Models. Après, quand on est rentré sur Nice, ça c'était toujours Complete Models, sauf qu'on passait un peu, comme j'ai dit, de revendeur à importateur. Et ça, on l'a tenu jusqu'à 2011. Ça s'est bien passé toutes ces années-là. Et en fait, en tant qu'importateur, à l'époque, on vendait Arm, qui était une marque allemande de la 5e. Donc, ils faisaient pareil, GT, F1, des voitures RTR, tout ça. Et ça a tenu jusqu'à 2011, où on a eu aussi un grand tournant dans notre vie, où on a perdu notre papa. Et on était un peu devant le fait accompli de continuer l'entreprise familiale, de la reprendre à notre main, lui et moi, plus le modélisme. Et ça s'est avéré que finalement, on n'a pas décidé de continuer. Au même moment, lui comme moi, on a trouvé nos chéris, qui sont toujours avec nous à ce jour, et qui a fait qu'on a fait plein de changements. Lui, il a pris un virage à 90, entre guillemets, en quittant du modélisme, notre bidon en tout cas. Et moi, pareil, on arrête l'entreprise, et de ce fait, je me redélocalise. Donc là, en ce moment, je suis à Crète, qui est une ville à côté de Aix-en-Provence. Et vu qu'on avait arrêté toutes les sociétés, là, j'ai créé BA Models depuis 2012. Mi-2012, j'ai créé BA Models. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours BA Models et ça progresse, ça avance et je fais tout seul, on peut dire maintenant. Ah oui, donc tu es magasin et distributeur. Tout à fait. Quand j'ai commencé BA Models, j'ai continué dans le même élan d'importateur. Et au fur et à mesure des années, le marché, comment il se comporte, tout ça, j'ai le pourcentage de ma casquette importateur à revendeur direct, c'est un peu inversé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus importateur et revendeur et importateur, et avec un tarif, parce que je travaille toujours avec les magasins, mais c'est vrai que la partie vente directe a pris le dessus. D'accord. Est-ce que du coup, par rapport à l'expérience que tu as eue... Ah, on a perdu Tony, je crois. Ouais. Je pense. Tant pis, je vais poser ça. Ah, non, ça a été revenu, je crois. Non, je demandais, est-ce que du coup, rien à voir, mais est-ce que tu penses qu'il est possible de vivre dans un magasin aujourd'hui, 2020 ? Alors, je vais répéter la question pour que nos internautes l'entendent. Penses-tu qu'aujourd'hui, il est possible d'ouvrir et de vivre d'un magasin de RC en 2020 ? Alors, tout dépend dans quelle optique on le fait. Je pense que c'est encore possible, mais d'une manière moderne. Que le magasin avec pignon sur rue, c'est pas simple, parce que la concurrence Internet aujourd'hui est très, très dure. Donc, si on ouvre un magasin avec pignon sur rue,
faut vraiment se poser 2 fois la question. Après, si on ouvre un magasin sur Internet et qu'on est vraiment multimarque, multicatégorie et qu'on essaye de voir très large et d'essayer d'être très efficace en termes de gestion stock, de livraison, tout ce qui est rapide, parce que les gens aujourd'hui demandent beaucoup de rapidité. Ouais, il faut que ce soit tout de suite maintenant, quoi. Si tu l'as commandé le mercredi matin, il te le faut le jeudi. Ou même le mardi d'avant. Donc, dans cette optique-là, oui, en fait, il faut le faire plus comme un gestionnaire qu'un passionné de modélisme. Ouais, ça implique d'autres compétences maintenant. Voilà, aujourd'hui, la plupart des personnes qui font du modélisme professionnellement en vente, c'est tous à la base de passionnés, de pilotes qui ont dérivé dedans ou de passionnés en tout genre. Et c'est vrai qu'on a moins cette fibre-là peut-être de gestion commerciale très assidue. Donc pour la réponse, oui, mais d'une manière, faut être détaché un petit peu de la passion et être plus agressif et plus en mode requin, quoi. Merci pour ta réponse. J'ai une autre petite question, forcément, parce qu'on a plein de questions. Est-ce qu'en plus d'être du coup gérant de BA Models, ton métier consiste d'être pilote pro? Alors oui, j'ai double casquette, comme j'ai tendance à dire. Donc j'ai la casquette de bien sûr business avec mon BA Models, donc avec l'importation et la vente des marques que je représente. Et après j'ai la casquette pilote, qui font que j'arrive à la fin du mois, quoi que ce soit, à vivre entre guillemets aussi de ma passion. Tout à fait. Donc c'est les deux se complètent. C'est bien sûr, j'essaye de bien séparer les deux, le BA le pilote, BA le modèle, mais bon, les deux sont liés, donc de temps en temps c'est un peu difficile de faire la part des choses, mais aujourd'hui, comme j'ai coutume de dire, je vais pas devenir riche avec ça, mais par contre le matin, j'ai pas de problème à me lever, à savoir si j'ai envie d'aller vis de ta passion, quoi. Voilà, d'aller travailler ou quoi que ce soit. Ça vaut tout l'or du monde. Souvent, des gens, j'ai pu avoir des gens qui gagnent très bien leur vie et qui me disent toujours, toi, t'as la belle vie, tout ça. Et je lui dis, ouais, mais bon, la belle vie, je vais pas être riche par rapport à toi ou qui a plus de revenus. Et ouais, mais bon, c'est vrai que souvent on me le dit, ça n'a pas de valeur de se lever et de faire notre passion, notre métier. Exactement. C'est vrai. Alors, ton palmarès est impressionnant. Ta carrière, tes résultats, est-ce qu'ils sont devant ou derrière toi? Mais que veux-tu y rajouter encore absolument à ton palmarès? Ben, je dirais que le titre qui me manque le plus, c'est champion du monde. Parce que c'est celui que j'ai pas encore réussi à embriquer tout ce qu'il fallait pour réussir à décrocher la timbale. Donc c'est vraiment celui-là qui me manque et qui me tient à cœur. Parce que quand on n'a pas atteint ce niveau-là, ce titre-là, je veux dire qu'il manque toujours quelque chose. Mais tel que je me connais, le jour où je l'espère, je travaille pour l'être, je dirais que maintenant ça va être plus dur parce qu'il va falloir rester et à ce niveau-là et essayer de refaire. Alors, on rappelle quand même que tu as fait 4 ou 5 finales de championnat du monde. J'ai tout à fait, ouais. Hélas, les dernières années, il y a 2 chemins du monde qu'on n'a pas fait pour des raisons. Une fois parce que c'était dans un pays qui était à risque, donc ça n'a pas été fait. Une autre fois, 2 fois d'affilée. Donc pendant 6 ans, en fait, entre guillemets, tous les pilotes européens, on n'a pas fait de chemin du monde. Excusez-moi. Donc ce qui a fait que ça a un peu repoussé l'échéance. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui me tient à cœur de réussir à l'accrocher celui-ci. Ouais, donc ta carrière, elle n'est pas finie. Alors, j'ai des collègues qui me charrient, qui me disent ça y est, tu commences à avoir des cheveux blancs, tout ça, c'est derrière toi. Donc, mais c'est sûr que maintenant avec l'expérience, j'y pense, je peux y penser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de la partie business de de l'améliorer parce que ça sera au futur ce qui me fera manger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux pas trop y penser à ça et j'y travaille encore fortement pour rester au top et avancer pour accrocher toujours des courses, des titres et tout ça. Un vrai compétiteur.
Tout à fait. Ben, c'est souvent ce Totalement. que ma chérie peut me reprocher. Elle me dit, de temps en temps, que dans tout ce que je fais, de temps en temps, j'ai un peu l'esprit compétition, même avec elle. De temps en temps, c'est de suite, hop, on fait la course, on fait. De toute façon, il suffit, nous, on a eu le PDF de ton palmarès, quand on l'a vu, on était interloqués. C'est tellement impressionnant que forcément, ça explique ta personnalité. Mm. Je suis pas sûr que tu ferais quelque chose juste pour le plaisir. À partir du moment où tu t'inscris à une course, il y aura du C'est résultat pour derrière. gagner. Tout à fait. Ben, j'ai des amis des catégories 8e piste et 10e qui m'ont toujours dit, ah, c'est quand tu reviens en 8e, en 10e. Et j'ai toujours dit, Ça se prépare. refaire Hein. du 8e, voilà, du 8e, du 10e, comme ça, un dimanche, avec une voiture qu'on me prête ou que je monte. Je dis non, parce que j'ai connu le haut niveau, ce que ça engrange comme travail derrière. Et le faire à moitié, je préfère pas le faire. Mm. L'année dernière, j'ai eu la chance, Jarne Vuga, qui était un pilote slovène, et où je me battais avec lui à l'époque, quand je faisais des chemins d'Europe B, tout ça. Et l'année dernière, on a fait un peu un échange. Il m'a prêté son matos en 8e, donc j'ai fait une course X-Ray en Italie. Et après, en fin d'été, il est venu avec moi faire les freins en Croatie. On lui a prêté une voiture. Et donc on a fait un peu un échange. Et c'est vrai que ça m'a rappelé des bons souvenirs le 8e, parce que là, il m'a prêté son matos qui était top, préparé. Il m'a filé un coup de main pour me remettre un peu au goût du jour. Donc pendant 2 jours, j'ai fait du 8e. Ça m'a rappelé plein de bonnes choses. Mais voilà, à l'époque, le 8e et le 10e, ça a été bonnes années, mais je le doublais que le 5e. Donc ça prenait beaucoup de temps. Et en fait, après 2007, pour la petite histoire, en 2008, c'est là où j'ai décidé de me consacrer plus au 5e. Au lieu de faire 2 CF par mois avec le 8e ou le 5e, ben, je me suis dit, ben, je vais faire le 5e et plus une course EFRA, donc un Grand Prix international, pour avancer, progresser, parce que à cette époque-là, j'étais pas pro et j'étais pas en mesure de faire que ça. Mes parents n'étaient pas aussi fada à me sponsoriser à faire que de la petite voiture, mais il fallait quand même faire un peu quelque chose, et donc il a fallu faire un choix, et j'ai privilégié le 5e, et c'est pour ça que j'ai arrêté le 8e, puis après le 10e, et que je me suis consacré à 100% au 5e. Et ce qui m'a bien sûr aidé à progresser, parce que j'en faisais plus. Et d'ailleurs, quelle est ta catégorie préférée parmi toutes celles que tu as citées? Alors alors ça, c'est quelque chose que je réponds souvent. C'est assez simple pour moi, dans le sens où le 5e, c'est une catégorie qui est super réaliste, mécaniquement, au rendu sur la piste. Donc c'était pas certes, pas la voiture qui va la plus vite, mais au niveau réalisme, c'est vraiment celle qui me tient, qui est la meilleure. Mais pour l'aspect adrénaline, on va dire, le 8e piste. Ça va vite, c'est un peu, moi je la nomme un peu la petite Formule 1 du modélisme. Donc c'est mes 2 catégories de cœur. Après le 10e, j'ai adoré la faire, cette catégorie tranquille, avec les amis, en catégorie pour jouer, s'amuser, simple. Mais l'année où j'ai fait, pour dire la vérité, l'année où j'ai fait 2007, où j'ai fait Chemin de France, ça s'est avéré une catégorie difficile à faire à haut niveau, parce qu'avec les différentiels, les voitures qui étaient sous-motorisées, donc les moteurs qui étaient vraiment mis à mal, c'était pas simple à gérer comme catégorie. Et la faire pour jouer, c'était sympa. La faire à haut niveau, c'était pas top. J'avais discuté avec d'autres pilotes comme Martin Bertin, tout ça, à cette époque-là. Et bon, on était un peu tous tombés d'accord, même Sébastien Wartel, qui à ce moment-là, on faisait aussi. Et on était un peu tous d'accord que le 10e à haut niveau, c'était un peu compliqué à le gérer. À cette époque-là, bien sûr, sûrement maintenant ça a dû changer, mais c'était un peu compliqué à le gérer, la performance, les moteurs qui étaient sur le du rasoir, parce que les châssis avaient un grip de folie. Et voilà, donc voilà, mes 2 catégories de cœur, c'est vraiment le 5e, le 8e. Si je devais pas faire de 5e, je ferais du 8e. Mais Alors moi j'ai une question un peu plus généraliste, mais comme tu es vraiment le spécialiste du 1/5e, on sort de l'aspect compétition. Est-ce que le 1/5e, c'est une catégorie idéale pour débuter? C'est dur Alors, comme question. tout à fait, ouais. Alors très honnêtement, pour parler là d'un coup plus large, je sais pas s'il y a une catégorie vraiment idéale pour débuter. Alors peut-être pas idéale, mais est-ce qu'elle permet à des débutants d'arriver dans cette catégorie, où c'est vraiment plutôt un public élitiste et compétition? Alors aujourd'hui, tel qu'il est fait le marché et comme elles sont faites les voitures, les produits disponibles,
c'est vraiment très orienté, très compétition. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se pointe dans un magasin ou autre, qui veut faire du modélisme, qui tombe amoureux du 1/5e parce que c'est beau, c'est réaliste, c'est de la belle mécanique, enfin, hydraulique, tout ça, et un peu de suite freiné parce que le matériel, c'est un matériel qui est uniquement en compétition. Donc, de suite, le budget à mettre sur la table est conséquent et ça fait peur. Donc, c'est pour débuter, et c'est pas simple. On voit plus les clients, les pilotes être des vrais modélistes purs, et au fur et à mesure de bifurquer de catégorie, après tombent amoureux du 1/5e et font du 1/5e. Ok, du coup, je vais rebondir sur ma question d'après. C'était, tu viens de dire que c'est une catégorie où il y a quand même un sacré budget à dépenser à la base. Pour un châssis, je crois que c'est de l'ordre de 1500 €, je crois. Même plus. Aujourd'hui, un châssis seul, c'est 2500 €. Ok, tu vois, j'étais un peu largué, je le savais pas. Et est-ce que du coup, tu considères que la catégorie 1/5e, c'est la plus chère à pratiquer en compétition? Alors, pour l'accession, si on part de zéro, oui, je pense que c'est le 5e qui est le plus cher pour mettre tout bout à bout pour partir avec une voiture complète. Après, dans la pratique, c'est vrai, c'est là où on s'y retrouve. C'est mis à part l'essence, c'est du 198 de la pompe. Les voitures sont en alu, donc c'est quand même une fiabilité qui est éprouvée. Et on change 3 chapes, 3 roulements, 2 bagues de triangle. La voiture, elle reprend une fraîcheur nickel. Et à l'entretien, c'est vraiment les pneus qui vont coûter, parce que la piste, c'est exigeant, donc il faut avoir des pneus. C'est ce budget-là qui va être le premier budget en 5e. Mais c'est quand même moins cher. Je dirais que par rapport à du 8e piste, donc catégorie piste en général, plutôt les catégories nitro, parce qu'elles sont pas limitées, comme l'électrique, où c'est des pneus imposés, tout ça. Après, en coût de revient, c'est économique. Les moteurs durs, on va faire un segment, un joint d'un base, ça va coûter 10 €. C'est quelque chose de vraiment pas excessif quand on a le matériel. D'ailleurs, bien souvent, les gens, quand ils s'y mettent, prennent plutôt, vu que ces voitures, elles sont fiables, elles ont une durée de vie de 2 ans plus ou moins, si on la traite bien, comme c'est sûr, commencent en achetant des voitures d'ex-pilotes, et puis au fur et à mesure, ils ont le choix qu'ils ont à la base. Après, l'année suivante, ils font plaisir, ils prennent une voiture neuve, ils revendent, ils font un petit roulement. Tout à fait. Mais après, l'utilisation, non, c'est vrai que c'est le coût d'achat qui fait peur. Commencer. Ouais, ça rebute un peu, effectivement. On va rebondir sur une question d'Alex Duché, puisque c'est lui qui t'a nominé lors de l'interview précédente, même si entre-temps on a eu Guillaume Bray. Bref, c'était un peu désordonné. Je pense que tu as un peu répondu à ces questions pendant l'interview. Et donc c'était, quelles sont tes plus grosses bagarres sur la piste et avec qui? Je crois que ça doit être Feldman, si j'ai bien écouté. Du coup, oui, si on avait à peu près la réponse. C'est vrai que oui, j'ai pas vraiment une course qui me revient en tête où j'ai vraiment, ça a vraiment été une qui fait tilt. C'est celle-là qui a été la plus dure. Mais là où j'étais le plus confronté, où c'était serré, et en plus c'était des courses en enjeu, donc bien sûr des courses internationales, et je me suis souvent retrouvé face à face avec Marcus Feldman, totalement. Et c'est souvent lui qui m'a bien sûr donné du fil à retordre. Et en France, sûrement encore. En France. Ou alors en France, t'étais. Non, bien sûr. En France, non. En France, ça a pas, même si j'ai eu plusieurs titres, ça n'a pas été. Ils me les ont pas offerts, les concurrents. Des pilotes comme Cédric Prévost, Mathieu Brière, même Frédéric Vesser. Ma première année où j'étais vice-champion de France, je me battais contre Philippe Lachat, qui était pour moi qui est un peu mon idole de mes débuts. Et oui, après les dernières années, je me suis souvent retrouvé avec Mathieu Brière, qui était souvent lui qui était mon plus grand challenger les dernières années. Mais je sais pas vraiment une course. Voilà, c'est les pilotes qui se sont battus directement contre moi. Cédric Prévost, Mathieu Brière, tout ça. Guillaume Solon aussi, pilote de Brest qui a arrêté depuis, mais qui a été des pilotes qui m'ont
On a fait la rotorde. Alexandre entre- qui est et- connecté, hein, d'ailleurs. Ah sur oui, le il te chat, hein. regarde, attention. Il a marqué jolie Oui. tête là, mort de rire. Mais t'as pas ta belle casquette jaune avec toi là. Non, hélas, celle-là, non, elle est pas restée dans le musée, quoi que ce soit. Il y a une époque, je faisais la collection des casquettes, donc j'en avais vraiment un paquet de toutes les marques différentes, je les récupérais. J'en avais vraiment beaucoup. Mais lors d'un jour d'un déménagement, T'as fait du ça, tri. voilà, ça a été la partie qui a été, ça c'est en trop, faut faire de la place. Ouais, oui, malheureusement, un Ça jour, fait du bien de déménager des fois. c'est ça. Ça évite On de se les rend compte, retrouver. qu'on accumule beaucoup de choses. Oh oui, oh, ça c'est sûr. Bon, alors du coup, je vais poser la deuxième question d'Alexandre tout de suite, hein, vu Vas-y. qu'il est connecté. Il a marqué j'aime le style moustache. Ça tient. Alors, quels sont Ben- non, ça tu l'avais posé. Est-ce que les Worlds te mettent plus la pression que les autres courses vu que tu cours après ce titre depuis des années? Alors oui, oui sans hésiter parce que bien sûr c'est une course que j'ai pas réussi à accrocher. C'est une course qui est délicate parce qu'on fait des finales d'1 heure et surtout parce qu'on a le droit à jouer à ça que tous les 2 ans. Plus comme je disais tout à l'heure des courses où on n'est pas allé les faire. Donc le coup d'essai est plus rare. Donc ça met encore plus de pression. Là, le dernier qu'on a fait c'est l'année dernière au Portugal. C'est clair que ça met de la pression parce que c'était un moment qu'on n'avait pas fait. Cheval du monde, même si le niveau en 5e il est européen, il n'y a pas de pilote hors Europe qui est fort au point de mise à part qui arrive, mais aujourd'hui il n'y en a pas un qui est connu, capable de venir jouer devant les pilotes européens. Donc c'est vrai qu'un chemin du monde c'est comme un chemin d'Europe 10, mais c'est chemin du monde, c'est pas chemin d'Europe, donc ça a une valeur plus importante. Ok. Vivier, t'avais une petite question là. Ton pilote préféré? Oui, celle-là, j'aime bien cette question à poser aux pilotes. Pilote préféré. Toutes catégories confondues. Hein. Ce que Hors tu veux. toi, hein. Ah, ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile de faire ça. Oui, mon C'est pilote moi. préféré, c'est moi-même. C'est moi. Un pilote préféré. Alors, je vais dire, j'en ai pas un qui me sort du lot, mais j'en ai plusieurs qui m'ont marqué de loin ou de près, comme un pilote, Michael Salven, quand je faisais mes années 8e, qui m'a marqué de sa façon de piloter, style astique, mais style aviation. C'est qui m'a inspiré parce que c'était un pilote qui était au top. Des pilotes comme Roddy Roem, pareil, encore en 8e piste. Les frères Aigouin, mine de rien, on les a côtoyés, croisés souvent, encore aujourd'hui. C'est un peu tous ces pilotes que je peux mettre dans ce paquet, on va dire, de pilotes que je vais préférer. Mais j'en ai pas un qui sort vraiment plus du lot. Après, pour différentes raisons, comme j'ai dit, mais c'est difficile de choisir. C'est tout à fait difficile, oui, c'est parce que c'est tous des pilotes de loin ou de près que j'ai, ou qui m'ont inspiré parce que je voulais m'améliorer, leur ressembler, m'approcher de leur performance, ou des pilotes que j'ai côtoyés comme les frères Aigouin, comme j'ai dit, Roddy Roem qui a été mon mentor en 8e à mes débuts, Guillaume Vray que j'ai connu par intermédiaire d'amis et que j'ai aussi croisé quand il faisait du 1/10e piste et autres. Donc c'est tous des pilotes qui, dans leur coin, qui ont marqué leur empreinte par leurs résultats et parce que j'ai côtoyé de près ou de loin et qui fait que quelqu'un qui réussit, ça me plaît et j'aime bien m'inspirer de tout ça. D'accord. Est-ce qu'on passe aux questions, Vivi, des internautes ou On peut commencer, oui, puisqu'il y en a eu quelques-unes qui sont passées sur le chat. Ah, il est toujours là, Farid. Donc Farid Ben Mohamed, que tu dois connaître. Tout à fait aussi, que je connais, et qui à l'époque, là maintenant il est passé en mécano, mais à l'époque il faisait du 5e aussi. Que j'ai connu. Ah bah tu vois, j'avais pas cette information. Le monde il est petit dans le modélisme. Ouais. On se connaît, quand on fait de la compétition, après on se connaît tous de loin ou de près. Exactement. Mais ouais, je savais pas que tu avais fait du 5e à une époque peut-être lointaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À quand le titre de champion de France TT 1/10e? Là, il te lance une perche en mode viens jouer en 10e avec nous. Et
Alors j'ai déjà pensé à faire une course si j'ai l'occasion. Par exemple l'année dernière, je crois que si je me trompe pas, c'était l'année dernière qu'il y avait la Coupe de France à Mérargues. Donc vu que c'est dans mon entre guillemets mon quartier que je connais, c'est déjà des choses que j'ai pensé à faire si j'avais le temps dans le calendrier, essayer une course comme ça pour aller se mesurer, on va dire, à tous ces top pilotes de la catégorie. Mais comme je dis, c'est difficile après de tout faire. Aujourd'hui, je fais le 5e piste, donc le développement, tout ça, plus le rallye game maintenant. Donc le 10e TT, c'est plus un amusement que je fais par chance avec tous des top pilotes de la catégorie qui font que ça me permet d'apprendre et d'être à un meilleur niveau grâce à eux. Mais faire une saison de TT aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Mais pourquoi pas une pige si l'occasion se présente, qu'on y va avec les copains, tout ça, passer un bon week-end, oui. Je suis, comme je dis, passionné 365 jours par an, donc si l'occasion se présente, pourquoi pas, ouais. Il y avait une question de Tom Gaming. Les plus belles pistes sur lesquelles tu as roulé, françaises et européennes? Alors ça, par contre, c'est quelque chose que c'est plus facile à répondre. Ma piste que j'ai vraiment adorée, c'est Ampuis, à Lyon. En dessous de Lyon même. C'est une piste que j'adore, que j'ai dans catégorie 5 pistes, donc 5e, 8e, 10e. C'est une piste vraiment que j'adore. Et là, aujourd'hui, on peut plus rouler avec des voitures qui font du bruit, que des voitures électriques. Donc ça, c'est vraiment en France, je dirais, la plus belle piste que j'ai pu avoir. Voir plutôt. Après, au niveau international, pour le 5e, je dirais que l'Ostalo en Suisse, parce que c'est une piste qui est géante, avec un podium, par exemple. Le podium, il a 2 étages. Les premières fois que je suis allé là-bas, je montais sur le podium, on croirait que je faisais bien 10e, tellement on était haut, la piste a été grande. Là, les mécanos, on se parlait en faisant des gestes et tout ça, parce que de toute façon, on s'entendait pas, vu qu'on était à peu près au 2e étage. Vous avez aussi les casques en 5e? Alors maintenant, oui, on a les casques. Donc c'est vrai que nous en 5e, on n'a pas de ravitaillement, c'est une finale d'un trait, mais pour la stratégie, un peu course, savoir ce qui se passe devant, derrière, c'est vrai que le casque, c'est devenu vraiment quasiment indispensable maintenant. Quand on s'y habitue... on est beaucoup plus serein, il n'y a pas besoin de crier, on peut être aussi beaucoup plus fin dans les tactiques parce que le voisin l'entend pas, entre guillemets. Et, ouais, c'est vrai. Et oui. Bon, en 5e, il y a moins de tactique parce qu'il n'y a pas de ravitaillement, mais quand il y a des choses un petit peu plus fins, il y en a un qui commence à perdre du rythme, autre, de suite, ça peut être. L'information ne circule plus, on en a plus, bien sûr, à disposition. On est moins seul, on va dire, à la télécommande. Et donc, de temps en temps, ça peut être un bénéfice comme un désavantage. Parce qu'après, de temps en temps, à force de trop parler, trop penser, trop regarder ailleurs, on est plus focalisé déjà sur piloter. Il y a une nouvelle question de Jean-Laurent Ripoll qui nous dit: que penses-tu de la Junior Team et comment pourrais-tu t'impliquer au niveau des jeunes? Bonne question. Alors la Junior Team, je trouve ça très très bien. Vraiment très belle initiative de la Fédé pour ça. J'ai failli participer en aidant un jeune au tout début que c'est sorti. Finalement, ça s'est pas fait parce que la personne ne voulait pas le matériel que j'avais. Et alors pourtant, via l'appui des marques que je distribuais, Genius, tout ça, eux c'est pareil, ils étaient partants. Ils ont dit ta carte blanche, s'il faut voir, fait. Donc les fabricants derrière moi étaient aussi très motivés pour ça. Donc finalement, ça s'est pas fait. Dommage qu'aujourd'hui, j'ai pas quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que sinon, voilà, comme je dis, moi et les fabricants derrière, on serait tous partants pour aider. C'est une très belle initiative. Et de quelle manière je dirais que aujourd'hui, je le fais beaucoup via ma société, tout ça, pour aider et tout ce que je peux faire, partager mon savoir-faire. Donc je le fais pas directement aux jeunes, je le fais plus général, plus large. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup, d'essayer de transmettre au mieux mon savoir-faire. Je fais aussi des tutos, tout ça. Bon, certes, c'est orienté avec le matériel que j'utilise,
Mais la façon de faire un réglage, on va dire ça, c'est pareil pour les voitures, donc ça peut être repris pour les autres. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire, de transmettre. Alors, on a une question de Tom qui nous demande que penses-tu de la catégorie GT8 et l'arrivée de Genius dans cette catégorie? Le GT8, c'est une catégorie que, c'est pareil, j'ai eu pratiqué à mes débuts. Alors déjà, dire qu'est-ce que c'est que GT8 pour ceux qui ne le savent pas. Alors tout à fait, GT8, c'est le nouveau nom de l'ancienne catégorie Rally Game. Et en fait, Rally Game, c'était des voitures 1/8 tout-terrain qui étaient transformées en piste, donc rabaissées, on avait des pneus tétines, on mettait des pneus slick, une carrosserie, et on allait sur la piste, on allait sur la piste d'air. Donc ça, c'est les bases du Rally Game. Aujourd'hui, c'est devenu une catégorie officielle. Qui dit catégorie officielle, nouveau règlement, ils l'ont renommé, donc GT8. J'ai pas la définition exacte, je pense que c'est le Grand Tourisme, donc 8 pour l'échelle et 8e. Mais ils l'ont fait de manière, je pense, très bien. Peut-être aussi pour la Caro GT. Tout à fait, oui. Puisque normalement, la catégorie 1/8e piste, c'est vraiment des catégories, je sais plus comment on dit, sport proto. Ouais. Donc, ils l'ont bien fait, je trouve, parce que jusqu'à maintenant, c'était une catégorie qui était italienne, très italienne, donc qui a toujours plus ou moins vécu. Donc moi, mes débuts en 98, j'ai fait un peu de rally game localement. C'est une catégorie que je connaissais, qui était pareil, qui était une super catégorie pour s'amuser, aller se divertir avec les copains, très simplement. Et au fur et à mesure des années, ça a tenu, c'est venu, c'est reparti. Puis là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Les marques s'y sont mises. L'année dernière, ils ont annoncé que ça passait à une catégorie officielle, donc le championnat de France, le championnat d'Europe, tout ça, le championnat du monde. Et à ce moment-là, Genius, eux, ils ont décidé de s'y mettre aussi. Et c'est une catégorie, je pense, qui est comme elle est faite, avec une restriction pour pas avoir une exagération en termes de performance moteur et de partir dans l'exagération et de se rapprocher d'une 8e piste, qui serait bête parce que celui qui veut avoir la vraie puissance, la vraie adrénaline de vitesse pure, il prend une 8e piste. Et là, je pense que c'est une bonne catégorie qui peut être qui regroupe plein de choses. Quelque chose de simple, quelque chose où on peut se divertir plus facilement. Et je pense que c'est vraiment une bonne catégorie d'avenir, qui a de l'avenir plutôt. Ouais, puis ça plaît beaucoup, que ce soit dans toutes les régions. C'est vrai que ça a pris une belle ampleur, ça a été intégré au championnat de France aussi. Donc, Tout à fait, ouais. C'est des voitures qui sont fiables, qui sont dérivées des voitures tout-terrain. Donc c'est des voitures fiables, toutes les grandes marques s'y mettent. Nous, au Genius, on est entre guillemets, on est une grande marque en 5e et ils sont petits, ils débutent dans le 8e. Donc ils ont leur preuve à faire. On va essayer de mettre notre savoir-faire entre guillemets de pistard dans cette catégorie-là. Et c'est une catégorie qui regroupe plein de choses, de plusieurs catégories, de la simplicité, l'accession, quelque chose qui peut être facile de mise en œuvre et qui après sur moi je te coupe, c'est quoi le prix de la voiture que tu vas distribuer dans cette catégorie? Alors là, la Genius, on se situe plutôt dans la fourchette haute, parce que là la voiture elle va coûter 999 €, châssis seul. Volontairement, c'est placé très dessus haut de gamme du coup. Voilà, dans le haut de gamme, parce que c'est fabriqué en Italie. À savoir, pour la petite histoire, que le niveau règlement, c'est très limitant, et jusqu'à peu, la voiture devait avoir participé l'année d'avant dans les championnats tout-terrain. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait pas arriver avec une voiture 100% Genius. Il fallait qu'on parte d'une base déjà existante. Donc, on essaie de partir avec une voiture déjà tout équipée d'origine pour, bien sûr, augmenter la compétition. Donc, il n'y a pas besoin d'options ou autres à rajouter, et quelque chose de ready to run, ready to race même, pour être précis. On reprend le slogan KTM. Il y avait Alexandre Duché, on change de sujet, qui te demandait sérieusement, quand est-ce que tu viens faire un ETS? Et il propose de t'accompagner. Alors je précise, ETS, pour ceux qui ne savent pas, Euro Touring Series, c'est catégorie échelle 1/10 électrique. Vous regardez le replay de l'interview d'Alexandre qui est très intéressante, vous l'écoutez. Voilà.
Ah, Alexandre, il s'est montré très silencieux aujourd'hui, ce qui m'étonnait, mais aujourd'hui, ce soir, il est au taquet. Bah, c'est une très bonne question qui m'a déjà posé directement avant. Et alors oui, je suis compétiteur et j'aimerais faire tout. Après, faire tout correctement, c'est difficile, manque de temps. Ok. Voilà, alors le 1/10 touring, c'est quelque chose que je pratique aussi, parce que quand je vais en Italie travailler chez Genius, ils ont une piste en indoor privée où ils font des courses X-ray, tout ça. Donc c'est vrai que je fais aussi un peu cette catégorie-là pour m'amuser et pour dire la semaine je travaille, le week-end je fais encore du modélisme. Aller préférer un ETS avec lui, ça serait avec un grand plaisir. Par contre, c'est clair que c'est se présenter à une course de ce niveau-là, je pense que je la ferai pas, je la ferai pas en tout cas dans un esprit dilettante. Si j'y vais pour en dilettante, je préfère rester chez moi, aller faire un week-end à droite à gauche, Ce que j'allais dire, que ça, d'aller. je pense que tu pourras jamais faire ça. Y aller, juste Voilà, histoire de dire, bon, allez, je vais voir, on verra bien. Non. voilà, y aller en dilettante, c'est pas du tout ma façon de faire parce que quand je vais être là-bas, je sais que je vais de suite dire putain, il me manque ça, j'ai pas fait ça, les trucs et pourquoi j'arrive pas et bon, les OG, c'est mort, c'est avant qu'il faut Mm. préparer. Donc si ça tombe à une date, comme j'ai dit à Alex, si ça tombe à une date où l'hiver, où c'est là où je pratique le medium touring, que j'ai fait une ou deux régionales, ou que j'ai fait une course X-Ray, parce en Italie, quand il y a une course X-Ray, il y a des pilotes comme Ratajski, tout ça, qui sont les top pilotes de cette catégorie. Donc je me confronte à eux, donc je sais à quoi m'attendre. Donc si je suis un peu dans cette dynamique d'avoir un peu poncé la 1/10 et que le week-end tombe bien et tout, pourquoi pas aller se confronter à tous ces top pilotes, à cette catégorie-là. Mais comme ça, de but en blanc demain, tiens, on se fait un ETS. Ouais, ça se prépare, quoi. Voilà. Je préfère y aller préparer et dire, bon, j'ai fait ce que je pouvais, que d'y aller comme ça et dire, ah putain, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, non. Mm. Il y a une Autant pas question faire. intéressante. Gladys Savoya, je pense que ça doit être Manu, le mécano de Renault Savoya, qui te demande c'est quoi un planning d'entraînement de BA? Euh, alors, pour être très honnête, j'ai rien de bien structuré dans le sens où le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, le mercredi c'est ça. Parce que j'ai aussi la vie professionnelle au milieu et il faut que j'arrive à tout faire au mieux. Mais ça va dépendre un peu des conditions et de ce que j'ai à faire. Là, pour parler de cette année, par exemple, il y avait l'arrivée du nouveau GT8. Il fallait que je remette le nez dans le nitro, que redécouvrir cette catégorie, faire des essais. Donc là, ça a été presque tous les week-ends aller en piste. Parce que là, en plus, quand j'ai fait du nitro, donc il fallait un mécano pour me filer un coup de main. Sinon, pour le 5e, en pleine saison de course, les entraînements, c'est plus dur parce que par mois, j'ai un championnat de France, une course internationale. Donc déjà, ça fait 2 week-ends. Ils font quasiment office d'entraînement, quoi, finalement. Voilà, Mm. 2 week-ends par mois pris. Le week-end suivant, en règle générale, il y a toujours un essai, aller en Italie, à droite, à gauche, aller rouler. Donc c'est pas simple. Il y a une époque où je privilégie plutôt le roulage la semaine pour aller en piste tranquille et puis finalement maintenant j'ai un peu changé ces dernières années. J'essaie d'aller plus le week-end pour rencontrer un peu plus de monde et parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, partager. Et mais ouais, en période de course, ça peut s'enchaîner de faire 5-6 week-ends facilement. Sans rentrer à la maison et aller rouler, faire 2 jours à droite, en profiter, aller faire une course X. Donc c'est. Et puis après, tout dépend des besoins. Si tout se passe bien, que tout le matériel fonctionne bien, qu'il y a moins besoin d'entraînement, moins de tests, ça va être plus relax. Si après, on est un peu dans le dur parce qu'il y a du développement, il y a des nouveautés, là, oui, ça va aller rouler beaucoup. Je vais aller en semaine, aller le week-end. Ça dépend un peu des besoins du moment. Oui, Mais c'est très souple et adapté selon les situations. ouais, voilà, j'ai pas vraiment de programme comme on peut y avoir dans des sports comme le motocross ou autre, où le samedi c'est la course, le dimanche c'est repos, le lundi c'est moto, le mardi c'est. Ah ouais. Voilà, parce que de toute Toi, façon, c'est très je fais souple. pas. Voilà, je fais pas, je suis pas que pilote pro à faire que ça. C'est Donc pas il ton faut que activité à temps plein. voilà, faut que je jongle avec la partie travail. Après,
vu que je suis mon propre patron, je peux m'organiser au mieux. Quand il y a besoin de faire 15 heures d'affilée, on fait 15 heures. Quand il y a besoin d'aller à la piste, ben on va à la piste. Et puis le lendemain, on rattrape ce qu'on n'a pas fait la veille. Je m'adapte un peu aux besoins et ce que je dois faire sur le moment. Ok, merci. Et parce que je suis assez flexible. Oui, tu as cette chance en plus de pouvoir aménager ton emploi du temps Tout à fait. comme tu le peux. Exactement. Alors, ça fait donc 1h30 qu'on est tous les trois avec nos petits internautes. Donc, on va devoir choisir la dernière question. Ça y est. Bon, alors, il y a eu pas mal de questions, donc ne nous en voulez pas si toutes les questions n'ont pas été posées. Allez, on va prendre... J'essaierai de... Ouais, au pire, oui. Tu peux repasser, tout à fait. De passer, de regarder, de répondre un peu au cas par cas, ce qu'on n'a pas vu. Exactement. Allez, on va prendre Émilie Thib, parce que pour une fois qu'il y a une femme sur le chat, on va en profiter. Vu qu'il n'y a pas de championnat cette année, est-ce que tu viens faire un week-end d'entraînement à l'ABCR Redin? Reading. Reding? Redin? Ouais, Reading. Ah, c'est Reding, pardon. Ouais, ça dépend les endroits, ouais. Alors, c'est pas impossible, parce que justement, c'est déjà un sujet que j'ai déjà partagé. C'est possible, oui, vu que là, cette année, on est une année bizarre, entre guillemets, avec ce qui nous est tombé dessus. Donc là, le temps que ça se continue à se déconfiner, à se mettre un peu, qu'on prenne un peu nos marques tous avec cette situation, c'est possible qu'après, je profite pour organiser un petit peu des week-ends à droite, à gauche, pour justement se rassembler un petit peu, partager et passer des week-ends en compagnie. C'est pas impossible. Bah voilà, tu auras peut-être la chance du coup d'avoir Béa dans ton club, peut-être cet été ou autre. Mais oui, là c'est sûr que si on n'a pas de compétition, on va certainement en profiter pour aller rouler avec les copains et puis continuer à partager notre passion, peu importe où, quoi. C'est clair, déjà c'est un peu ce qu'on va faire par exemple demain là, avec les amis du TT Astro, c'est que là on a été enfermés 2 mois en plus à la sortie de l'hiver. Ouais. On est tous passionnés, on a tous envie d'aller mettre du gaz un peu, donc c'est vrai que c'est sympa de le faire, et en plus c'est dans un esprit un peu différent parce que c'est vraiment par pur loisir là. Là on n'est pas dans un optique de préparer quoi que ce soit, parce qu'on sait non, c'est pour aller s'amuser avec les copains. Voilà, cette année ça va être une année blanche. Mais par contre, je suis sûr que cette année, là, en fin d'année, septembre, octobre, il risque de fleurir de certains grands prix, courses à droite à gauche. Oui, il y a de fortes chances. Qui va mettre de l'animation. Moi, c'est quelque chose que je suis en train aussi de voir de mon côté, peut-être d'organiser un grand prix, quelque chose pour stimuler un peu la fin d'année là. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, Béa, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions et celles de nos internautes ce soir. On a appris plein de choses sur ton parcours, plein de choses sur la catégorie, parce que alors, j'avoue que le 5e, 8e, c'est un peu des catégories qu'on découvre, Tony un petit peu moins. Mais, et surtout, tu fais découvrir à nos internautes ton parcours, le matériel que tu utilises et surtout ton expérience, ton savoir-faire et ton histoire auprès de tous. Et c'est vraiment ces moments de partage qui sont importants dans notre loisir aussi. Tous ensemble, bon là à travers des écrans, mais c'est quand même super de pouvoir partager des moments comme ça. Merci à vous en tout cas, c'est une bonne initiative et j'ai apprécié déjà regarder ce que vous avez fait avant et c'est vraiment cool d'y avoir participé, d'avoir partagé avec vous et ça me fait plaisir. Écoute, tout le plaisir était pour nous et il va falloir que tu nomines quelqu'un. Ah oui, on ne l'avait pas demandé. Tu n'es pas obligé de répondre. Voilà. En direct, hein. Sauf si tu y réfléchis déjà. Alors j'y ai un peu réfléchi, mais le problème c'est que j'ai vraiment du mal à trouver. Parce que déjà tu peux te poser la question pourquoi tu as été choisi par Alexandre Duché. Pourquoi pas? Parce que je l'ai un peu titillé le jour de son interview. Forcément. Je pense que ça l'a influencé, ou je l'ai titillé, je lui ai un peu mis la pression. Je pense que c'est pour ça. C'est pas simple parce que je dirais bien Roddy Rome. Ah tu es le deuxième à nous le ça proposer. Tombe bien. Alors on n'est pas en contact direct avec lui, on peut l'ajouter, hein, mais si tu peux lui envoyer un petit message pour lui proposer, et puis je crois que c'est Guillaume Vray qui nous a soumis. Oui, la même personne. Roddy Rome aussi. Tout à fait. Ouais, je pense que ça peut être une bonne. C'est un peu un pilier de l'histoire du 8e piste.
avec son parcours pilote, son parcours professionnel et encore aujourd'hui. Et bon, ça a été l'un de mes mentors en 8e qui m'a beaucoup appris et je pense que pour partager sa passion, son professionnalisme, tout ça, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Ouais, super idée en tout cas, et puisque lui c'est pareil, il a un parcours assez impressionnant que beaucoup ne connaissent pas, enfin surtout dans les personnes un peu plus jeunes, on va dire, dans notre passion. Donc ça peut être une super idée de découvrir qui est ce personnage qui se cache derrière Roddy Rum pour les plus jeunes. Même pour nous d'ailleurs. En tout cas, c'était un plaisir, Béa, c'est pas comme on disait sur Automodeling, c'était pas une catégorie qu'on a souvent mis en avant, hein, le 5e. Donc c'est vraiment super d'en avoir parlé ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser, il viendra y répondre. Et cette interview sera redisponible sur Facebook en rediffusion, ainsi que sur la chaîne YouTube Tony RC. Voilà, le mot de la fin pour Béa. Ben, je vais reprendre un peu ce que tu viens de dire. Donc, si vous avez des questions de loin ou de près de ce que je fais ou autre qu'on n'a pas pu poser, n'hésitez pas. Tous les moyens sont bons pour me joindre, que ce soit sur mon adresse mail, Facebook. Tous les moyens sont bons, même téléphone. Je serai content de vous répondre. Merci à vous, l'équipe Automobilisme, de m'avoir accueilli et c'était bien sympa de partager avec vous tout ça. Même si on aurait pu parler encore bien plus. Oh, toujours. Faut c'est confiance là-dessus. Voilà, comme avec les autres intervenants. C'est ça, on est tous très bavards. Mais quand on commence à parler oui. Quand c'est des choses qu'on aime. C'est la passion, hein. La passion nous fait vivre, comme on dit. Exactement. Mais c'était bien sympa, avec plaisir et je suivrai les prochains. Super, merci beaucoup, puis au plaisir de te recroiser en vrai sur une piste de France ou de Navarre, comme on dit. Plaisir partagé. Merci beaucoup Béa, à bientôt. Merci. Salut Tony. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde. Et merci à tous de nous avoir suivis encore.